14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble sur Sud Radio. On va parler de nos hormones. Et oui, nos hormones, ce sont des messagers et elles nous sont utiles tout au long de notre existence. Alors, il y en a qui sont évidemment plus connus que d'autres. Alors, je pense que tous les hommes ont déjà entendu parler de la testostérone, l'hormone mâle par excellence. Les femmes sont évidemment au courant puisque leur cycle était souvent appelé d'ailleurs un cycle hormonal. Et puis, il y a la pilule, il y a le traitement hormonal substitutif pendant et après la ménopause. Et puis, il y a peut-être quelque chose dont on ne parle pas souvent et on devrait en parler, c'est au moment de la puberté, ce pic hormonal qui permet à l'enfant de devenir un futur homme ou une future femme et qui donc tout d'un coup excite le corps de l'homme ou le corps de la femme. Alors Christian Jamin est avec nous, c'est un médecin, c'est également un gynécologue, mais il est également endocrinologue, c'est donc le spécialiste des hormones. Et dans un instant, il va nous dire si on a raison d'avoir peur des hormones, parce que c'est vrai, on voit de plus en plus d'articles, attention, c'est des hormones, il faut faire attention, c'est cancéreux, c'est je ne sais quoi d'autre. Et pourtant, quand notre corps est en déficit hormonal, est-ce que ce serait pas mieux d'y avoir recours plutôt que d'aller mal? Bref, on va en parler avec vous. Vous avez envie de témoigner, de poser vos questions à Christian Jamin, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Christian Jamin, vous me regardez avec attention. Non, je vous regarde avec attention. Avec un joli sourire, c'est un sujet qui vous plaît, je suis sûr. Oui, je vis dans les hormones depuis des décennies. Et puis, j'allais dire, saison 1, parce qu'on pourrait en parler. On en reparlera la saison prochaine. En fait, les hormones, c'est la vie. Hein. Il faut quand même pas se tromper. Alors, une hormone, c'est un système de communication. C'est-à-dire que quand vous avez une partie du corps qui veut communiquer avec une autre, en gros, en étant schématique, il y a 2 façons de se parler du cerveau au doigt de pied, si je puis dire. Les fils électriques, ça s'appelle les nerfs. Et le courrier, ça s'appelle les hormones. C'est pour ça que je parlais de messager. Hein. Oui, exactement. Mais alors, ce qui est encore plus compliqué... C'est que parfois, il n'y a pas de boîte aux lettres. C'est ça, exactement. Vous ne croyez pas si bien dire. Je suis une bonne élève, hein, Christian Jamin. C'est-à-dire que quand une hormone part de quelque part, elle ne va pas partout. Elle va uniquement dans les endroits où il y a des boîtes à lettres, des récepteurs. Et certains organes ont besoin d'avoir un message fort et d'autres un message faible. Et donc les boîtes à lettres s'auto-régulent avec ce qu'on appelle des coactivateurs et des co-répresseurs. C'est-à-dire que le message hormonal, 1, il touche pas tout du corps. 2, quand il va quelque part, il est amplifié ou diminué. Et donc quand on parle des maladies hormonales, alors il y a des maladies de l'émetteur, et puis il y a des maladies du récepteur, et puis il y a des régulations génétiques. On n'a pas les mêmes récepteurs des hormones, par exemple, quand on est né dans le bassin méditerranéen, ou en Chine, ou en Irlande. Et c'est pour ça qu'on est tous différents. C'est-à-dire que tous les humains ont les mêmes hormones. Ça, c'est sûr. Nous sommes pareils. Mais on ne se ressemble pas. Et ce qui fait la différence, c'est justement la régulation génétique des récepteurs. Et j'avais envie justement j'en ai parlé dans l'intro, de parler de la puberté, parce que c'est quand même le moment où on est envahi d'un bain hormonal. Enfin, il y a quelque chose il y a qu'à ce moment-là de notre vie où il se passe quelque chose d'aussi fort. Et ça, on s'en souvient peut-être pas trop quand on est adulte, mais c'est un moment où on voit bien qu'il se passe quelque chose dans notre corps. On n'est plus le même. Il y a des changements, et c'est ça peut-être qui peut permettre à ceux qui nous écoutent de comprendre à quel point, oui, on a besoin des hormones. Alors, en plus, vous venez là aussi de mettre le doigt sur un sujet très compliqué. Je mets toujours le doigt dessus. Oui, j'ai bien compris. C'était facile. J'ai bien compris, je vous ai tendu la perche. En fait, la réponse aux hormones est d'autant plus forte que vous en avez été privé. En d'autres termes, il y a une explosion hormonale au moment de la puberté, mais c'est pas les hormones qui sont plus élevées, c'est le fait que notre corps découvre ces hormones, et c'est pour ça qu'après ça s'atténue avec le temps, et c'est pour ça que tous les ados ont de l'acné, parce que la peau reçoit le message des hormones mâles trop fort.
Et puis après, ça va en diminuant, sauf chez des gens qui ont des anomalies du récepteur, 20% des adultes. Voilà, donc c'est extraordinairement complexe parce que ces hormones, ça peut voyager d'un bout de l'organisme à l'autre, mais les cellules, entre elles, communiquent par des hormones. Localement, il y a des petits messages qui vont juste à côté, puis il y a des messages qui vont très loin, enfin, tout ça. Mais donc la question qu'on se pose aujourd'hui, et je pense par exemple à, quand il y a eu la question de la thyroïde, on entend beaucoup d'articles, attention, est-ce qu'il faut vraiment... Enfin, est-ce qu'il faut avoir peur des hormones qui sont fabriquées par les labos, osons mettre les pieds dans le plat? Certainement pas, parce que si vous avez une insuffisance thyroïdienne, ce qui est très fréquent, parce que c'est souvent des maladies immunitaires qui perturbent les fabriques d'hormones, si je puis dire. Et donc, c'est très fréquent, les anomalies de la réception, c'est très fréquent, surtout les anomalies de l'émission. Et donc, sans thyroïde, on peut pas vivre, ou très mal. Et donc, non, il faut pas rejeter les hormones thyroïdiennes, il faut trouver à bon escient. Alors, je prenais cet exemple parce qu'il y a eu, il y a 4-5 ans, je crois, toute une polémique parce qu'on avait changé un peu le médicament, enfin bref, et ça criait partout, mais personne n'expliquait que, de toute façon, il n'y avait pas de problème, quoi. Enfin. Oui, mais ça, c'est une autre maladie, ça s'appelle les médias. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de bruit autour de cette histoire d'hormones, et il y a beaucoup de femmes ou d'hommes qui ont dit avoir ressenti des changements, mais probablement beaucoup moins que ce que ça n'a été dit. Alors, il y a évidemment la testostérone qui est l'hormone mâle par excellence, l'hormone du désir aussi, à tel point qu'on a même essayé de donner de la testostérone à certaines femmes pour relancer leur désir, et puis les poils ont poussé. Voilà, ils ont eu de la moustache, oui. C'était pas la solution. Mais là, on n'a toujours pas résolu le problème. Non. Et puis dans le cerveau, il y a comme des hormones, il y a ce qu'on appelle, tout l'organisme est message. C'est ça qui est très important à comprendre. Et que le message, il est dépendant des hormones, il est dépendant de l'âge, il est dépendant des récepteurs, de la génétique, etc., etc. Et est-ce qu'il est un peu dépendant aussi de notre état d'esprit ? Et ça, c'est impossible à démontrer, de toute façon. Il y a ce qu'on appelle aussi les neurotransmetteurs. C'est-à-dire, c'est comme des hormones où il y a un nerf qui communique avec un autre nerf. Et donc, ces neurotransmetteurs ont un rôle très important à l'intérieur même du cerveau. Et donc, notre humeur, notre désir est aussi sous la dépendance d'un autre type d'hormones qu'on appelle les neurotransmetteurs. Mais qu'on ne peut pas doser, parce qu'ils sont dans la tête. Et donc, quand on a accès aux hormones, on n'a accès qu'au sang. Mais le sang, il communique pas avec l'intérieur. Il y a une époque très lointaine où on essayait de faire des électrochocs au cerveau de gens qui étaient un peu déprimés, et on a vu que ça fonctionnait pas très bien. Oui, on était loin des hormones, là, non ? Oui, je sais bien, mais on espérait, grâce aux électrochocs, que ça allait que les neurotransmetteurs allaient refonctionner. Enfin, c'était une autre époque. Je parle des années 50, sans doute. Oui, mais c'est l'histoire de la médecine. On a essayé, on a réussi, on a beaucoup progressé, mais il y a eu quelques impasses. Et c'est cette peur des hormones, pour vous, comme ça. Alors, vous avez dit que c'est un peu la faute des médias, et ça certainement, parce que les médias adorent faire peur. Mais c'est quoi ? C'est parce qu'on veut être écolo, prendre que des choses naturelles, et puis... Alors là encore, vous mettez le doigt dans un endroit dangereux, si je puis dire. C'est parce que, en fait, les hormones, c'est la nature. Et donc, on ne peut pas breveter la nature. C'est-à-dire que si on copie la nature, on dit que la nature appartient à Dieu et que les inventions appartiennent aux hommes. Et donc, on a fabriqué des hormones qui étaient des hormones artificielles. Je pense par exemple au traitement de la ménopause aux États-Unis, où on a utilisé des hormones artificielles, alors que les Français ont toujours utilisé des hormones dites naturelles, où le mot à la mode, c'est bioidentique. Et donc là, on ne peut pas les breveter puisqu'elles sont strictement équivalentes à ceux de la nature. Et donc les recherches sont quand même beaucoup plus compliquées parce qu'il n'y a pas quand vous faites des investissements, il n'y a pas de retour sur investissement puisqu'il n'y a pas de protection. Donc
Oui, le monde des hormones, je pourrais vous en parler pendant vous le savez. Depuis on va en parler pendant 2 heures. 2 heures, c'est déjà un début. C'est déjà un bon début. Et grâce à vous, et n'hésitez pas, vous avez envie de témoigner, vous avez des questions à poser, profitez de la présence de Christian Jamin. Si vous avez envie de voir plus clair dans quelque chose qui vous concerne, on est là pour y répondre. 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Faut-il avoir peur des hormones ? Christian Jamin est avec nous, endocrinologue, pour nous dire non, n'ayez pas peur. Et on va commencer avec vous, Flora. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Christian Jamin. Bonjour. Alors, je suis tout à fait d'accord quand vous dites que tout notre organisme émet sage. Moi, j'en suis la preuve. J'ai eu pas mal de soucis au niveau hormonal, à savoir un syndrome de Basedow suite à un choc émotionnel. Oui. Du coup, qui a été traité et ça s'est rétabli parce que j'ai eu un enfant entre-temps. Donc, tout est rentré dans l'ordre. J'ai eu aussi des problèmes d'hirsutisme où j'ai eu, je vous avais déjà appelé, j'ai parlé de fameux traitement d'Androcure qui a répondu à la demande, c'était formidable. Voilà, que j'ai abandonné par la force des choses. Et aujourd'hui, depuis 1 an, on m'a trouvé un micro-adénome hypophysaire à prolactine. Et en fait, comme j'arrive, je suis pas loin de la ménopause, on ne propose rien, on va attendre. J'ai un traitement pour diminuer la sécrétion et je suis sous surveillance. Mais comme j'arrive à la ménopause, justement, il y aura un contrôle à faire parce qu'au niveau hormonal, c'est vrai que ce sera vraiment au ralenti et donc pour l'hypophyse, ça sera bénéfique. Je veux dire, le bénéfice de l'âge aujourd'hui. Eh bien, dites-moi, avec un tel pédigré, on peut occuper tout l'après-midi, ça c'est sûr. Alors écoutez, le professeur Ravero me suit donc à Lyon et il m'a dit vous avez le profil pour aller voir tous les endocrinos parce que justement moi ça va dans tous les sens. Voilà, c'est le cas de le dire. Alors oui. Et, oui. Alors la maladie de Basedow, vous l'avez évoqué en premier, c'est une maladie immunitaire où on fabrique un anticorps très spécial qui s'appelle le TRAC, qui a rien à voir avec le TRAC. Ce qui n'a rien à voir avec le TRAC, ça s'écrit avec un K, et qui est en fait une quelque chose d'immunologique qui stimule la thyroïde. Et donc ça s'appelle la maladie de Basedow. Et donc la maladie de Basedow, c'est une maladie hormonale, mais c'est pas la faute des hormones, c'est la faute d'une immunoglobuline qui va stimuler la thyroïde. Voilà pour le premier. Le deuxième, vous avez parlé donc d'hirsutisme. Alors dans la majorité des cas, l'hirsutisme est, tout à l'heure j'ai parlé de la régulation des récepteurs, c'est-à-dire que en fonction de votre origine ethnique, eh bien vous exprimez plus l'effet des hormones mâles, ça s'appelle l'hirsutisme idiopathique. Et par exemple, quand vous êtes méditerranéen, avec les mêmes hormones qu'un Chinois ou une Chinoise, eh ben vous êtes poilu en Méditerranée et vous l'êtes pas en Chine. Mais vous avez les mêmes hormones, donc vous avez simplement une régulation des récepteurs différente. Et puis, l'adénome à prolactine, là, j'ai pas assez de données pour pouvoir dire ce que j'en pense. C'est une hormone qui vient d'une glande qui s'appelle l'hypophyse, qui est dans la tête et qui sert à fabriquer du lait après un accouchement. Et parfois, l'organisme se met à sécréter cette hormone alors qu'on n'allaite pas. Et ça arrête le fonctionnement de l'ovaire. Voilà. Moi, ce que je trouve intéressant déjà avec le témoignage de Flora qui est avec nous, c'est qu'on voit bien quand même que chez les femmes, la question hormonale est largement plus développée que chez les hommes, il me semble. Enfin, je ne dis pas que les hommes n'ont pas... Sauf le diabète. Oui, mais c'est vrai que les femmes sont bien concernées. Alors pourquoi ? Eh bien, d'abord, probablement, au moins pour certaines hormones, c'est que les femmes sont quand même des animaux un petit peu particuliers, si je puis dire. Quand je parle des femmes, je parle des femelles. C'est que vous êtes ainsi fait que vous acceptez un corps étranger.
C'est-à-dire que d'habitude, quand on a un corps étranger, eh bien on fabrique des anticorps pour s'en débarrasser. On le rejette. Mais les femmes, vous avez des bébés. Des bébés dans le ventre. Il paraît, oui. Des bébés dans le ventre. Et donc là, vous avez... Il ne faut pas les rejeter tout de suite, il faut attendre 9 mois. Vous avez ce qu'on appelle une tolérance immunitaire. Et donc ça, c'est une des merveilles de la nature, c'est-à-dire que les femmes ont été conçues par Dieu ou par qui vous voulez, par Darwin ou qui vous voulez, pour accepter un corps étranger, et donc ce qui leur donne une fragilité immunologique et souvent hormonale, et c'est comme ça qu'on explique qu'on trouve plus de maladies hormonales chez les femmes que chez les hommes. D'accord, donc ça c'est déjà une explication, parce que c'est vrai, on entend quand même beaucoup de problèmes d'ordre hormonal chez les femmes, beaucoup plus. Chez l'homme, finalement, il n'y a pas grand-chose, à part vous parliez du diabète, mais bon, après, il y a les problèmes après 60-70 ans de baisse de testostérone, et qui parfois peuvent... Mais ça se régule assez facilement chez l'homme. Oui, mais encore une fois, la femme est sur le plan hormonal beaucoup plus fragile que les hommes, probablement parce que cette curiosité immunologique a des effets sur la régulation générale. En tout cas pour la thyroïde, en tout cas pour plein de choses. D'accord. Est-ce que un dérèglement hormonal quel qu'il soit peut être touché par par un état émotionnel? Est-ce qu'il y a une part un petit peu de à ce niveau-là, au niveau psychique, qui peut intervenir, un dérèglement par rapport au choc émotionnel? Est-ce que il y a d'autres états qui peuvent Alors l'émotion joue un rôle dans certaines hormones, et alors vous me faites plaisir parce que quand j'étais militaire, il y a très longtemps, pendant mon service militaire, je travaillais à l'hôpital Bégin, et on avait étudié les maladies de la thyroïde chez les CRS. Et on a vu que quand les CRS avaient été face aux manifestants, le stress avait fait qu'ils déclenchaient beaucoup plus souvent des maladies de base d'eau que les militaires qui n'avaient pas été au front, si je puis dire. Donc oui, le stress joue un rôle dans certaines maladies hormonales, et chez l'homme et chez la femme. Et en tout cas, pour cette maladie de base d'eau, c'est sûr. On sait aujourd'hui que le stress est un des premiers facteurs qui a un effet nocebo sur notre santé. Enfin, je veux dire, on l'a repéré dans tous les, dans tous les domaines de l'humain. Hein. Oui, mais il y a des gens qui réagissent très fort au stress et d'autres moins. Bien sûr. Ça, c'est sûr aussi, oui. Bien sûr. D'accord. Et puis, c'est pour ça qu'on dit toujours que, et ça sera d'ailleurs, on sera avec Michel Odoul demain, on dit toujours qu'il faut faire circuler le corps et l'esprit dans un sens et dans l'autre. C'est pas le corps qui domine l'esprit ou l'esprit qui domine le corps. C'est une sorte de... Allez, je le dis, de va-et-vient continuel. Voilà, alors le terme moderne, c'est crosstalk. On se parle par croisement. C'est ça, oui, mais je crois que aujourd'hui, ça y est, c'est reconnu. Hein. Il y a eu une époque où on pensait que tout était dirigé par l'intellect. On sait très bien que c'est l'esprit, le corps, tout ça est terriblement lié. Donc, Flora, oui, essayez de bien faire circuler entre l'un et l'autre, pour que l'un aille mieux et l'autre encore mieux. Oui, et en fait, j'essaye de mettre des mots sur chacune de mes problématiques, et en fait, maintenant, je comprends pourquoi. Voilà, c'est ça qui est important aussi. Oui. Qu'est-ce qui a fait que Voilà. Oui. Marie Curie a dit « Rien n'est à craindre, tout est à comprendre ». Jolie phrase. Ah oui, j'en suis sûre. Ça c'est vrai. Aujourd'hui, c'est vrai que je réfléchis et je me dis c'est pas arrivé par hasard, quoi. Bon, et ben ça vous donne au moins une bonne façon de progresser. Merci Flora de votre appel en tout cas. On va faire une petite pause. On vous invite à nous rejoindre, quelle que soit votre question hormonale, et puis on se retrouve pour le Love Conseil, question de loyauté. Nous allons en parler dans un instant.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le Love Conseil. Alors Christian Jamin, je vous propose un petit quiz comme ça. Vous êtes en train de surprendre la femme de votre meilleur ami en très galante compagnie. Est-ce que vous allez lui dire à votre meilleur ami ou est-ce que vous allez vous taire? Alors je sais que... À mon avis, je connais votre réponse et je vous demande même pas de me la donner, c'est pas grave. A priori, c'est un dilemme assez cruel et généralement les gens vont réagir avec de toute façon beaucoup d'affect. D'une certaine manière, il y a un lien d'amitié qui est très très fort. Donc, vous avez plutôt envie de dire à votre meilleur ami que son épouse est une salope, hein, ou en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et pourtant, il vaut mieux garder le silence parce que la vie privée de chacun doit rester la vie privée de chacun. Donc c'est un secret qu'il ne faut pas transmettre parce que sinon vous devenez l'oiseau de mauvais augure. Hein. Vous dites à votre meilleur ami qu'il est cocu. Hein. C'est pas forcément quelque chose qu'il a envie d'entendre. La vie d'un couple, c'est une alchimie particulière et on peut ne pas avoir envie de savoir, même si a priori on dit le contraire. Voire on peut se douter de quelque chose et puis faire semblant de pas savoir. Donc c'est pas forcément à son ami de lui ouvrir les yeux et les oreilles. Voilà, donc c'est en ça que je parle de loyauté. Gardez ça pour vous et si c'est trop lourd à porter, eh bien vous allez en parler à un thérapeute qui vous expliquera, j'espère, justement ce que c'est que de ne pas révéler des choses qui sont importantes pour l'autre, même si c'est un peu un secret lourd à porter. Voilà. Oui, je suis d'accord avec tout, sauf avec le fait que c'est pas parce qu'elle a un amant que c'est une salope. C'est pas du tout mon opinion. C'est-à-dire que effectivement, il y a des couples dans lesquels on a besoin d'être consolé par ailleurs, et donc c'est pas pour autant que j'aurais un qualificatif aussi violent. Si c'était votre femme, oui, mais chacun fait ce qu'il veut dans son. Non, mais c'est une image évidemment. Mais c'est vrai que c'est une situation qui peut être très cornélienne, qui peut nous mettre très mal à l'aise. Et si on n'arrive pas à garder ce secret, il faut aller en parler à quelqu'un pour se soulager. Mais il faut pas en parler à son ami parce que c'est certainement pas. Ça ne nous regarde pas. Exactement. Voilà. Puis on n'est pas dans le couple, on ne sait pas ce qui a amené à ça. Enfin bref. Donc. Vous êtes d'accord? Complètement. Marie nous rejoint. Bonjour Marie, merci de prendre la parole. Christian Jamin vous écoute. Oui, bonjour. Donc, merci bonjour à tous les deux déjà et merci d'avoir pris mon appel. Voilà, j'ai 54 ans, je suis ménopausée depuis, on va dire 8 mois à peu près. Et voilà, je me posais la question des hormones, puisqu'en fait, voilà, je pensais que j'allais bien traverser la ménopause et la péri avant et la ménopause. Et en fait, j'ai pris pas mal de poids. Je constate un vieillissement accéléré. J'ai un début de déminéralisation osseuse sur certaines parties du corps. Donc c'est un petit peu la cata, on va dire. Et donc c'est assez dur à accepter. Et j'ai une maman qui a un cancer du sein. Actuellement maintenant, actuellement. Voilà, qui a d'environ 25 ans de plus que moi, donc du coup. Bien sûr. Et quand j'en ai parlé, parce que j'étais un petit peu affolée de tous ces symptômes, etc., de ce changement du corps, etc., on m'a dit que ayant une maman qui avait un cancer du sein, a priori, c'était fortement déconseillé. Laisser les choses évoluer. Donc c'est la question que j'avais pour Christian. Alors sachant que Christian va répondre de manière un peu générale et pas forcément dans votre cas particulier puisqu'il ne connaît pas totalement, évidemment on n'est pas là pour faire une réponse médicale, évidemment. Christian. Alors oui, quand on a un antécédent familial de cancer du sein, pour peu que ce cancer soit survenu un peu jeune, on a plus de risques chacun d'en avoir. Vous avez, mais l'homme aussi, mais c'est très rare. Donc la réponse est oui, quand on a des antécédents familiaux de cancer du sein
jeune, on a plus de risques d'en avoir un. Mais quand on prend un traitement hormonal, ça a été étudié par 2 auteurs qui s'appelaient Dupont et Page, qui ont montré que, en effet, on avait un risque plus élevé, mais que les hormones n'augmentaient pas ce surrisque. Donc, pour peu que ce soit des hormones naturelles, on en reviendra tout à l'heure. Donc, la réponse est... Et puis, donc, on n'augmente pas le surrisque. Le surrisque existe, donc il faut être très très vigilant. Oui, mais c'est le risque parce que c'est un risque génétique. C'est génétique. On est bien voilà, d'accord. on est bien d'accord. Et en plus, votre mère, si je calcule vite, elle a 79 ans, donc c'est son premier cancer. Oui, ça fait 10 ans environ, donc elle l'a eu à 69 ans. 69 ans, alors aujourd'hui on parle de cancer à 69 ans, on n'a plus d'hormones depuis longtemps, et si on développe un cancer, il y a peu de chances que ce soit une cause hormonale. Donc oui, vous avez... c'est un cancer âgé, et le surrisque familial est très faible. Le surrisque familial est fort quand les cancers surviennent en général avant 50 ans. D'accord. Donc il n'y a pas de contre-indication à traiter votre ménopause pour peu qu'il y en ait une indication. Et l'indication du traitement de la ménopause, il y en a 2. C'est ce qu'on appelle le syndrome climatérique, c'est-à-dire les bouffées de chaleur, les douleurs diffuses. Et puis l'ostéoporose ou les risques d'ostéoporose. Donc dans votre cas, on a plutôt intérêt à vous donner un traitement. Alors je ne peux pas porter de jugement par rapport à votre cas. Oui, mais la réponse c'est plutôt rassurant. D'accord. Donc oui, effectivement, j'ai pas mal de bouffées de chaleur la nuit, et j'aimerais savoir en termes de qualité de vie, c'est vrai que cette prise de poids, elle m'embête beaucoup, et je vois que c'est un poids qui est résistant malgré une alimentation très équilibrée, même j'ai modifié certaines choses. Est-ce que ça peut aussi avoir une action là-dessus? Non. La réponse. Non, mais encore une fois. Je vais vous répondre. Encore une fois, moi, je pense déjà que ce que vous êtes en train de traverser, Marie, peut expliquer une prise de poids. Là, le poids commence à augmenter à 30 ans. C'est lié au vieillissement musculaire. Et donc, 70% de l'énergie que brûle votre organisme, c'est le métabolisme musculaire. Et donc, c'est exponentiel et on grossit tous avec l'âge, sauf si on prend les précautions nécessaires. 1, de faire attention à ce qu'on mange, et 2, surtout à maintenir sa masse musculaire. Et il n'y a aucune étude qui ait montré qu'il y a une cassure de la prise de poids au moment de la ménopause. Ça reste linéaire, mais comme c'est exponentiel, plus on vieillit, plus ça monte vite. D'accord. Et ça, donc les hormones n'aident pas, peut-être en aidant à faire plus de muscles rapidement, ou à le conserver, ou si on fait un entraînement musculaire, à le développer plus rapidement? Alors les hormones augmentent un petit peu le muscle, j'avais publié ça il y a quelques décennies, mais ça reste marginal, ce qui empêche de grossir, et surtout, c'est l'exercice physique. Parce que, encore une fois, 70% de la consommation calorique de votre organisme est liée au métabolisme musculaire. Donc, il faut tout faire pour le préserver. Quand vous dormez, si vous avez plus de muscles, vous dépensez plus de calories que si vous n'avez pas beaucoup de muscles. Bravo Brigitte, c'est exactement ça. C'est une image très parlante. Oui, exactement. Donc, pour peu que vous fassiez un tout petit peu moins de sport, que vous ayez un petit peu changé votre vie professionnelle, enfin, vous voyez, ça peut être 2-3 petits paramètres qui sont a priori pas très importants, mais qui s'ajoutent. Petit paramètre. Le plus gros facteur qui fait grossir, c'est les rhumatismes. Aussi bizarre que ça puisse paraître, les douleurs musculaires, articulaires, etc. Parce que quand on a mal, on bouge moins. Quand on bouge moins, on perd du muscle et on grossit. Donc, comme on grossit, on a encore plus mal parce que et on compense parce qu'on est triste, et puis voilà. Oui, et puis il faut savoir aussi que toute la masse musculaire maintient les articulations, les os, dès qu'on perd les muscles. Enfin bon, bref. Et puis il y a aussi je pense que ça c'est pas anodin d'avoir sa maman qui a un cancer. Et donc forcément, peut-être vous compensez en mangeant un peu plus de sucreries ou un état émotionnel qui de toute façon vous fait un petit peu les fameux kilos émotionnels. Donc je pense que là, il y a une prise de conscience importante que vous devez faire, mais je crois que Christian Jamin a répondu de manière assez positive à votre inquiétude et par rapport au traitement.
D'accord. J'aurais une petite dernière question par rapport à la libido. Est-ce qu'il y a un changement quand on prend des hormones? Est-ce que ça peut influencer positivement la libido? Alors, la libido et les hormones, on n'a pas trouvé grand-chose, hein, soyons clairs. On n'a jamais dosé d'hormones qui augmentaient la libido, sauf on a donné des hormones mâles chez la femme pour augmenter la libido, mais les doses qu'on a données n'étaient pas compatibles avec le fait de la féminité, parce qu'on avait de la moustache. Donc, il n'y a pas d'hormone de la libido, en tout cas, elle n'est pas connue. Voilà, mais il y a la libido, c'est aussi, alors on en a déjà parlé plusieurs fois au cours de cette émission, c'est aussi l'image qu'on a de soi-même, l'envie de se donner et de s'offrir et d'être fier de soi. Et donc effectivement, la libido baisse souvent avec l'image qu'on a de soi-même, mais je ne connais pas d'hormones naturelles qui augmentent d'hormones, même pas naturelles d'ailleurs, de médicaments qui augmentent la libido, sauf à dose anormale. Et rappelons que c'est pas parce qu'on est en ménopause que notre libido baisse, c'est plus tout ce que vous venez de dire qui fait que la libido baisse. Alors dans la ménopause, puisqu'on en a parlé au départ, c'est la sécheresse vaginale. Et quand c'est sec, ça fait mal. Et quand ça fait mal, on n'a pas envie. Et quand on n'a pas envie, on n'a pas de libido. Donc les traitements locaux pour favoriser l'hydratation de cet endroit-là sont absolument nécessaires. D'accord. Pour l'instant, je ne suis pas touchée par ça, mais je trouve que c'est plus en amont. C'est plus l'image de mon corps, effectivement, d'avoir pris du poids. Voilà, les changements, le vieillissement cutané, je pense que c'est plus de ce côté-là pour moi, en tous les cas. Exactement, mais il faut pas hésiter à prendre un traitement local. Et par exemple, il y a des papiers très récents là qui étaient connus, mais qui viennent de ressortir dans une revue américaine qui s'appelle le JAMA, où on a montré que chez des femmes qui avaient eu des cancers du sein, le fait de mettre des œstrogènes dans la foufoune pour la sexualité, par exemple, eh bien, n'augmentez pas les risques de récidive. Voilà, donc tout ça doit vous rassurer. Merci beaucoup, en tout cas, merci Marie, et bon courage. On va faire une petite pause et on continue bien sûr avec vous. N'hésitez pas à venir poser vos questions 0826 300 300, on se retrouve dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est notre docteur en hormones, Christian Jamin, qui est avec nous. Alors, le terme savant, hein, endocrinologue, voilà. Mais vous êtes également gynécologue, évidemment. Mais on peut être endocrinologue sans être gynécologue. Hein. Exactement, oui. Mais alors, à l'époque, c'était possible parce qu'on avait le droit de faire deux façons de devenir spécialiste. Mais aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule façon, donc on ne peut pas avoir deux diplômes. Ben oui. Comme quoi, hein. C'était le bon temps. J'en avais 3, moi. 3 ? C'est quoi le troisième ? Médecine interne. D'accord. Quand je vous ai présenté comme médecin tout à l'heure, j'avais donc raison. Nathalie nous rejoint. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Il vous écoute, le docteur Jamin, puisqu'il est médecin. On peut l'appeler docteur. Hein. J'ai 62 ans et je suis ménopausée. Enfin, je prends des traitements hormonaux depuis que j'ai 48 ans. Et en fait, je n'arrive pas à avoir d'avis très clair sur l'arrêt du traitement hormonal. J'ai un gynécologue qui m'a dit d'arrêter et ma gynécologue qui me suit me dit de continuer. Donc je veux savoir ce qu'en pensait le docteur. Est-ce qu'il y a un moment où il faut arrêter le traitement hormonal? Alors, la réponse est non. D'accord. Pourquoi ? Parce que en fait, ce calcul sur la durée d'arrêt a été basé sur une étude américaine qui a fait beaucoup de mal à la ménopause, si je puis dire, qui s'appelle l'étude WHI. C'était parce que les Américains, pour des raisons que j'ai expliquées précédemment, utilisaient des hormones artificielles et que dedans, il y avait ce qu'on appelle un progestatif qui augmentait les risques de cancer du sein, et on s'est aperçu que le risque augmentait après 5 ans. Donc, à l'époque, on est parti sur l'idée il fallait arrêter avant 5 ans, ce qui me paraît absurde, parce que si un traitement donne le cancer, il faut pas le donner du tout, et c'est complètement absurde pour moi de le limiter à 5 ans. En revanche,
En France, on utilise des produits avec ce qu'on appelle des hormones bio-identiques, c'est-à-dire identiques à celles que fabriquait votre organisme. Et le plus souvent, on les donne par voie cutanée pour ce qui est des œstrogènes. Et là, on n'a pas vu d'augmentation du risque de cancer du sein. Donc, tant qu'on n'a pas vu d'augmentation du risque de cancer du sein, il n'y a aucune raison de s'en priver. Donc, cette notion de 5 ans est une notion complètement obsolète et qui n'est pas basée sur les traitements hormonaux qu'on utilise en France. Et puis là, c'est au-delà des 5 ans, c'est-à-dire que ça fait plus de 15 ans que je le Oui, prends. madame, mais donc encore une fois, où ça augmente le risque, ou ça ne l'augmente pas. Tant que les études n'ont montré que ça ne l'augmentait pas, alors je ne suis pas devin, moi, mais toutes les études actuelles ne montrent pas d'augmentation des cancers du sein. Et puis, Christian Jamin, ça fait combien de temps maintenant qu'on donne des traitements hormonaux aux femmes Ça date de la 45 à peu près, de 1945. Alors voilà, au départ, c'était pas les bonnes hormones. Mais moi, quand j'ai commencé ma médecine ou ma spécialité, on donnait déjà des hormones naturelles par voie cutanée pour l'estrogène et par voie orale pour la progestérone. Et on n'a pas vu d'augmentation des cancers. Donc ça fait, vous voyez, Nathalie, ça fait 70 ans qu'on traite les femmes avec des hormones bio. Moi, je suis convaincue par le traitement. Hein. Je ne peux que le conseiller à toutes les femmes qui les écoutent. Vraiment je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord avec vous. L'argument des médecins que j'avais interrogés, c'était sur l'utilité au bout d'un certain nombre d'années. C'est-à-dire au bout de 15 ans, ça ne sert plus à rien. Ça c'est eux qui le disent, parce que ça continue à diminuer l'ostéoporose, ça continue à diminuer les risques cardiovasculaires, et par ailleurs, rappelons que environ 40% des femmes ont encore des bouffées de chaleur au-delà de 75 ans, donc 70-75 ans, donc on ne peut pas dire que ça ne sert à rien. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie, merci de votre appel, Nathalie, c'est important. Et c'est vrai, je ne sais pas quel est le pourcentage aujourd'hui de femmes qui... d'abord, des femmes de plus de 50 ans en France, il y en a énormément. Hein, on le sait, la population senior est en nette augmentation. Et quel est le pourcentage de femmes qui sont sous traitement ? Je ne sais pas. Il y a eu un rapport par une femme médecin qui fait de la politique, qui s'appelle Madame Riss, qui vient de sortir un rapport là, où tous les chiffres y sont. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais depuis l'étude de WHI dont on a parlé tout à l'heure, ça a mis un coup terrible aux traitements hormonaux, parce qu'on a tout mélangé, et on a l'impression actuellement que enfin le jour se lève et que on reparle de la ménopause de manière positive pour les femmes. Et ce rapport qui vient d'être publié par ce docteur Riss va beaucoup, j'espère, nous aider. D'accord, mais pour l'instant, je crois qu'il n'y a même pas une femme sur deux qui prend un traitement. Non, on est bien très d'accord. loin, on est très loin de ça. Donc, Et puis, c'est que les médecins qui aujourd'hui ont été élevés avec la peur de cette étude WHI, et que il y a encore beaucoup de médecins qui sont très frileux par rapport à ça. Oui, bien sûr. Et on peut pas demander aux médecins de connaître tout, absolument tout, et on peut comprendre que certains soient restés avec cette croyance, mais il est temps de lui tordre le cou. C'est ce qu'on fait. On espère que ça va progresser. Eh bien, on est là pour ça et c'est ce qu'on fait. Et merci, grâce à Nathalie d'ailleurs, qui a transmis le message à toutes les femmes qui nous écoutent. N'hésitez pas, prenez soin de vous et prenez un traitement hormonal substitutif. Voilà. Hervé est avec nous. Bonjour Hervé. Oui, bonjour. Donc on va évidemment parler de testostérone, j'imagine, puisque oui, la testostérone. Moi, en fait, j'étais voir un urologue, donc celui qui me suit, et qui m'a proposé la testostérone parce que je me sentais plutôt assez fatigué, et puis sexuellement, moi, j'étais plus trop dans le coup, et donc je l'ai par injection. Alors maintenant, on a toujours entendu dire que ça pouvait faire augmenter la PSA, je crois que c'est ça. Le PSA, oui. Ouais, le PSA, il augmente légèrement, mais bon, je suis à ma troisième injection, parce que les deux premières étaient assez proches, et là maintenant c'est toutes les 12 semaines. Par contre, c'est vrai que physiquement, j'ai l'impression d'avoir gagné 10 ans. Vous avez retrouvé votre virilité avec votre énergie oui. Au sens large du terme. Paradoxalement, ma femme va être ménopausée, donc elle a perdu un peu. Bon, c'est pas grave. Bon, par contre, physiquement, c'est très intéressant. La testostérone, ça, même au niveau musculaire, au niveau de tonicité, je trouve que,
Mais ce qui est intéressant dans votre témoignage, c'est que là encore, on voit que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, dès qu'on leur parle hormones, il y a risque de cancer. C'est fou quand même. Hein. C'est parce que je pense que les médias en parlent un peu. Après, maintenant, on a tout ce qui est réseaux sociaux, etc., qui fonctionnent et il y a beaucoup de choses qui passent. Alors effectivement, c'est compliqué de savoir le vrai du faux. Quand j'en parle à mon urologue, il me dit que éventuellement peut-être, mais lui, il me confirme pas du tout. Donc je pense qu'il reste un peu prudent sans trop vouloir alarmer. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de raisons. Mais effectivement, c'est toujours une question qu'on se pose. Christian va vous répondre. J'écoute l'émission. Je pense qu'il va me répondre dans le bon sens, moi j'espère. Bonjour docteur. Alors bonjour. Alors d'abord, il faut dire que la ménopause, ça touche 100% des femmes, en moyenne à 50 ans et demi. Alors pourquoi Eh bien c'est parce que la nature, ou encore une fois Dieu, celui que vous voulez, a fait que la fertilité des femmes disparaît avec le temps et disparaît complètement après la ménopause. Alors est-ce que c'est un signe divin pour que les femmes ne fassent pas d'enfants alors qu'elles n'auront pas le temps de les élever ? C'est tout à fait possible. Enfin, si on croit en Dieu ou si on croit en la nature, à l'évolution. Donc 100% des femmes seront ménopausées. L'âge de la ménopause est considéré comme normal entre 40 et 58 ans. La moyenne, c'est 50 ans et demi. Voilà. Alors pour les hommes... Pour les hommes, c'est très différent. C'est que il n'y a pas d'andropause naturelle. L'andropause est une anomalie, une maladie qui est liée au vieillissement des testicules, mais c'est pas naturel. Et donc on supplémente les hommes. On les supplémente alors avec des hormones mâles pour leur sexualité, pour leur ostéoporose, pour beaucoup et on a craint à un moment donné que ça augmenterait le risque de cancer de la prostate, et la réponse c'est qu'on n'a pas vu grand-chose. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le cancer de la prostate est extrêmement fréquent chez l'homme, puisqu'on dit qu'après 80 ans, près de 90% des hommes ont un cancer de la prostate qui dort le plus souvent, mais c'est très 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 fréquent. Alors à ma connaissance, je suis pas un spécialiste, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'augmentation démontrée des cancers de la prostate quand on prend un traitement substitutif, c'est-à-dire quand on manque d'hormones. D'accord, écoutez, moi j'ai décidé de les prendre, donc je suis passé un petit peu au-dessus de ce qu'on entend. Mais bon, puis en plus c'est relativement efficace, donc je vais continuer. Mais on s'en est aperçu suite à une prise de sang, évidemment, que je manquais de testostérone. Oui, mais c'est encore une fois, ça existe. Ça existe. Il existe même des hommes qui ont des bouffées de chaleur. Et quand un homme a chaud la nuit, il faut lui doser ses... Enfin, en ce moment, chaud la nuit... En ce moment, malheureusement, on a tous des bouffées de chaleur. Alors, il y a le mot chaud, je m'attendais à ce qu'on me parle de chaud lapin. Non. non, alors, c'est plutôt lapine, en l'occurrence, si c'est des hommes. Non. Vous êtes endocrinologue, vous exercez à quel endroit, sans être indiscret? Je peux pas le dire, ça. En région parisienne, voilà, okay. Moi je peux le dire. Mais sur Doctolib, Christian Jamin, c'est facile à trouver. Non, mais j'ai rien dit, c'est pas moi qui l'ai dit, parce que je n'ai pas le droit de me faire et je ne souhaite pas me faire de la publicité. Non, vous n'avez pas besoin d'ailleurs. On cherche un endocrinologue pour adultes sur Bordeaux, puisque notre fils a il y a ce qu'il faut à Bordeaux. Il était suivi sur Paris, avec Madame Bouvatier, parce qu'il a atteint d'hypopituitarisme. Et c'est vrai que sur Bordeaux, on cherche, mais c'est vrai, pour avoir des rendez-vous, c'est compliqué. C'est compliqué partout, mais il y a de très bons endocrinologues à Bordeaux, j'en atteste. Bon, c'est parfait, ça me rassure. Merci beaucoup, docteur. Bon, en tout cas, c'est une ville où, quand même, sur le plan médical, il n'y a pas de problème. Il y a des déserts médicaux, mais c'est pas le cas des grandes villes comme Bordeaux, ou évidemment comme Paris. Merci, Hervé. Donc, je crois que c'est vrai que cette crainte du cancer, c'est aussi quelque chose qui est sans arrêt agité par les médias. C'est vrai que la population vieillit, donc déjà... c'est notre peur à tous. Bien sûr. Et donc, on voit tellement de gens autour de nous qui partent de cancer et que parfois dans des conditions très terribles.
Et donc, effectivement, tout le monde a peur du cancer. Et donc, quand on veut... Mais peut-être qu'il faut déjà ne pas en avoir peur, parce que la peur apporte aussi le stress et l'angoisse. Et puis, le fait d'avoir la peur, comme disait ma grand-mère, la peur n'évite pas le danger. Donc, vivons heureux. Et puis, il y a des gens qui savent, il y a des gens qui suivent, et il faut leur faire confiance. Voilà. Et puis ne pas faire confiance à ce qu'on entend, parce que c'est souvent, ce qu'on entend souvent, c'est quelqu'un qui parle de son cas particulier ou du cas particulier de son voisin. Et franchement, c'est pas la médecine, c'est pas ça, quoi. On sait très bien que chaque individu est un individu. La médecine n'est pas une opinion. Oui. La médecine n'est pas une opinion. La médecine est, depuis de nombreuses années, surtout grâce aux Canadiens, c'est eux qui ont inventé le terme d'evidence-based medicine. C'est-à-dire que c'est une école canadienne qui a bouleversé complètement la pratique de la médecine en disant que en médecine, tout doit être prouvé. Et que c'est compliqué à prouver et que l'opinion ne suffit pas. D'accord. Et je suis très ferme là-dessus, même si, j'allais dire en médecine, l'évidence n'existe pas. Pourquoi ? Eh bien parce que l'homme ou la femme ont tellement d'afférences psychologiques, familiales, nutritionnelles, mode de vie, etc., que si vous en prenez un pour dire « Ah, quand il y a ça, il y a ça », c'est faux. Ça me paraît très clair et j'espère que tout le monde a compris. Christian Jamin est toujours avec nous. On va continuer à répondre à vos questions sur Sud Radio au 0826 300 300. Merci beaucoup en tout cas Hervé. Petite devinette, on la frotte et plus on la frotte, plus elle produit du liquide. De quoi s'agit-il ? La réponse après les infos. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci de donner la parole, et vous êtes une radio engagée. L'information est pertinente. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous sommes avec Christian Jamin, endocrinologue, les hormones. Je crois qu'on a pas mal d'appels. On va essayer de donner la parole à un maximum de gens. Mais avant de reprendre Pierre, qui est avec nous, la réponse à ma devinette, on la frotte, plus elle produit du liquide. De quoi s'agit-il ? Écoutez, j'ai qu'une seule idée, mais c'est pas la bonne, je suis pas monomaniaque. Mais c'est la savonnette. Ah oui. Eh oui, quand on la frotte, la savonnette. La savonnette Chéra. Pierre est avec nous. Bonjour Pierre, merci de prendre la parole. Vous avez des... Bonjour Brigitte, bonjour Docteur Janin. Bonjour. Et il vous écoute, allez-y. Allez-y Pierre. Oui, donc je vous appelle parce que j'ai des gros problèmes de transpiration, alors surtout nocturne. Où en fait, je me réveille le matin dans une piscine. Voilà. J'ai fait des tests hormonaux, j'ai fait des analyses de sang sur les hormones, tout ça, on n'a rien trouvé. Donc voilà, je voulais savoir. Et ça fait longtemps que vous avez ces transpirations la nuit ? Plusieurs années, oui. Et vous avez quel âge ? 60 ans, pile poil. Alors, ça pourrait ressembler en effet à l'équivalent des bouffées de chaleur, mais parfois ça peut venir d'autres choses. C'est très compliqué. Il y a des maladies qui peuvent donner ça, qui peuvent s'associer à une hypertension artérielle, qui peuvent s'associer à des maladies digestives. Oui, voilà, j'ai de l'hypertension. C'est peut-être ça. Et puis il y a les médicaments aussi qui peuvent donner ça. Donc on va pas faire une consultation là, d'abord parce que j'ai pas les éléments ni le talent, mais effectivement la première chose à faire chez un homme qui se plaint de bouffer de chaleur la nuit, c'est de lui faire un dosage de testostérone et des hormones hypophysaires. Voilà, donc c'était correct. Si c'est correct, il faut chercher ailleurs. Alors il y a plusieurs maladies qui peuvent donner ça, mais si ça fait ça depuis des années, c'est qu'elle est pas grave, parce qu'il y a longtemps que vous devriez le savoir si elle était grave. Donc il faut savoir. Je ne le saurais plus parce que je suis mort. Voilà. C'est ce que voulait dire Christian Jamin, évidemment. Il y a le surpoids, il y a les médicaments, il y a certaines formes d'hypertension. Donc il faut aller voir un bon interniste qui reprenne votre problème. Vous êtes dans quelle ville ?
Toulouse. À Toulouse, alors là, il y a des très bons services d'endocrinologie. Et donc, il faut, ou de médecine interne. En effet, les bouffées de chaleur, il faut penser aux hormones, mais il faut penser, quand c'est négatif, à autre chose. Et effectivement, certains médicaments, certaines maladies, donc je ne porte pas plus loin de jugement. Bien sûr, bien sûr. Mais, Voilà. mais c'est pas. Mais on est bien d'accord, c'est pas normal. Oui. C'est pas normal de se réveiller en sueur la nuit, ça c'est sûr. Donc il faut aller voir. Là, on est dans le domaine de ce qu'on appelle la médecine interne, c'est-à-dire la médecine qui a une vision globale. Oui, c'est-à-dire qu'on regarde surtout. Il y a une liste des problèmes qui peuvent donner ça. Mais aussi, donc on les supprime les uns après les autres jusqu'à trouver le bon. Pas les patients, hein. Non, vous êtes en surpoids ? Non, pas juste là. Bon, 900 grammes, voilà. Ouais, non, ça va. 900 grammes. Il me reste 900 grammes de graisse abdominale à supprimer. C'est ça, voilà. Mais vous étiez en surpoids quand ça a commencé ? Oui, mais là, donc je suis plus en surpoids. Je vais commencer ma stabilisation, mais j'ai toujours les problèmes. Alors j'ai remarqué aussi quand j'ai beaucoup de stress, plus j'ai de stress, plus ça agit également. Oui, encore une fois, la réponse c'est première chose à faire, penser aux hormones. Ça a été fait. Aux hormones sexuelles. Et puis, maintenant, c'est le boulot d'un médecin interniste et c'est compliqué, donc il faut voir. Mais à Toulouse, il y a ce qu'il faut. Oui, je vais demander à mon médecin qui me conseille, qui me fasse une ordonnance pour pouvoir voir un interniste endocrino. Oui, parce que c'est quand même très désagréable et c'est pas. Ah oui, pour moi et pour ma compagne aussi. Je veux dire, c'est pire qu'une femme fontaine. Vous avez les draps tout mouillés le lendemain matin, si je comprends bien. Ah mais c'est une piscine. Ouais. Bon, attention de ne pas glisser dans la piscine. Contrepétrie pour Brigitte. Oh, Christian, vous savez que je suis nulle avec ça. Parce que Brigitte, depuis le temps qu'on se fréquente, ne comprend pas mes contrepétries. Alors non, mais alors, glisser dans la piscine, ça m'étonne pas, vous êtes entre hommes. Alors, franchement, ça vole toujours très bas, hein, les plaisanteries entre hommes, franchement. Hein. Bon, alors c'est quoi la contrepétrie ? Parce que... tout le monde a trouvé. Deuxième petite question sur les hormones. Est-ce que l'hormonothérapie peut changer l'humeur pour une personne une femme qui est en hormonothérapie suite à un cancer ? Alors, là, votre question, ça mériterait une émission à soi tout seul. Alors oui, les hormones des femmes peuvent changer l'humeur. Déjà, les humeurs des femmes, ça change. Hein. Voilà, c'est ça. Et en fonction de la date du cycle, les femmes ont parfois des humeurs différentes. Et on en a déjà parlé ici. Il y a ce qu'on appelle... D'abord, il y a ce qu'on appelle la dysphorie prémenstruelle. Donc oui, l'humeur peut être générée par les hormones. Et puis il y a aussi la ménopause. Alors la ménopause peut non pas directement mais indirectement modifier l'humeur avec l'image qu'on a de soi-même. On en a déjà parlé plusieurs fois. Quand on se sent mal dans sa ménopause, on a effectivement potentiellement une petite déprime qui peut être améliorée par la disparition des symptômes de la ménopause et des meilleures nuits qu'on passe quand on est traité. Oui, là l'hormonothérapie, c'est suite à un cancer et c'était ça la question. L'hormonothérapie. Alors déjà un cancer, ça modifie le moral et le moral, ça modifie l'humeur. Ça, c'est indéniable. Ouais. Alors maintenant, il y a des anti-hormones qu'on donne dans les cancers, en particulier dans les cancers gynécologiques, et qui vous mettent en carence en oestrogène profond. Je pense par exemple au cancer du sein. Eh bien là, on peut avoir effectivement des troubles d'augmentation des bouffées de chaleur et d'augmentation des insomnies et de l'humeur et des anomalies de l'humeur, oui. Ouais. Merci beaucoup pour ces réponses.
Eh ben oui, comme d'habitude, avec Christian Jamin, on a les réponses à toutes les questions que on ne sait pas trop où les poser d'ailleurs. Hein. Finalement, c'est des questions assez... Ah oui, et pourtant, ça concerne tellement de gens. Mm-hmm. Alors merci beaucoup Pierre en tout cas, merci et puis écoutez, n'hésitez pas à chercher la cause de cette piscine toutes les nuits. On fait une petite pause, on continue bien sûr avec vous sur Sud Radio 0826 300 300, tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Christian Jamin, endocrinologue, le docteur des hormones, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce mot. C'est vrai, c'est pas un mot qu'on entend tellement souvent, et pourtant on le voit depuis 14 heures. Hein, c'est important les hormones. Hein. Endo, ça veut dire à l'intérieur. Krynos, c'est du grec, ça veut dire les hormones. Voilà. Et ben voilà. Les hormones de l'intérieur. Parce qu'à l'extérieur... Si, il y a des sécrétions extérieures, ça s'appelle la sueur, par exemple. Mais c'est pas des hormones. On dit exocrine. D'accord. Et on dit endocrine pour les hormones. Mais la transpiration, c'est pas... Non, mais c'est des sécrétions. D'accord. Cathy, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour docteur Jamin. Bonjour. Voilà, je vous appelle parce que je voulais avoir votre avis sur la situation qui me préoccupe. Enfin, qui me préoccupe. Bon, je m'y suis fait, mais j'ai été ménopausée à 50 ans et j'ai très vite pris un traitement pour la ménopause. Et dernièrement, l'année dernière, mon gynécologue est parti à la retraite, qui me prescrivait mes hormones, et son remplaçant m'a dit que je devais arrêter maintenant. Donc, comme j'étais un peu étonnée, j'ai changé, j'ai été voir une autre gynécologue et j'ai tout de suite senti que quand elle m'a posé la question depuis quand je prenais mon traitement hormonal, que j'ai même diminué le temps, parce que moi je l'ai pris au moins pendant plus de 15 ans, et elle m'a dit oh là là, il faut arrêter ça tout de suite. Donc j'étais un peu affolée, je me disais mince, j'ai pris mon traitement quand même très longtemps. Et bon, je m'en portais pas plus mal. Donc je l'ai arrêté. Vous vous en portiez peut-être mieux même. Hein. Osons dire ça. Hein. Voilà. Donc je voulais savoir si vraiment j'ai fait une bêtise de prendre mon traitement aussi longtemps, ou si cette prudence des gynécologues est normale. Je crois que le principe de précaution est un petit peu utilisé. Beaucoup par beaucoup dans le milieu médical notamment, je sais pas, mais bon, je laisse évidemment Christian Jamin répondre. Je crois que j'ai déjà répondu à cette question. C'est que c'est ce qui m'a interpellée, excusez-moi d'ailleurs. Non, mais ça me permet de le dire deux fois. Ça me permet de le dire deux fois. Je me demandais si j'avais bien compris ce que vous aviez dit. Il y a eu pendant longtemps d'utilisation des hormones pas très naturelles. Qui était plus facile parce que on les faisait passer sous forme de comprimés, etc. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Et c'est effectivement, ces hormones augmentaient les cancers du sein. Là-dessus, il y a aucun doute. Mais maintenant, ça fait une bonne vingtaine d'années que on a changé notre fusil d'épaule, si je puis dire. Et dans l'état, alors je suis pas Dieu, mais dans l'état actuel de nos connaissances, les traitements qu'on utilise actuellement n'augmentent pas le risque de cancer du sein. Voilà. D'accord. Surtout que je n'ai pas de cancer du sein dans ma famille, donc j'ai un tout petit début d'ostéoporose, mais mon médecin m'a dit que c'était vraiment très très minime. Mais bon, voilà, j'étais un peu étonnée de la réaction de cette gynécologue qui était quand même un peu... Bon, mais encore une fois, comme tous les médicaments, si on n'en a pas besoin, il ne faut pas les prendre. Mais donc, il y a des questions à poser. Les indications du traitement hormonal de la ménopause, c'est ce qu'on appelle le syndrome climatérique, c'est-à-dire les bouffées de chaleur. C'est les bouffées de chaleur en particulier, les douleurs diffuses, parce que les femmes qui ont la ménopause ont mal partout. Voilà, c'est ce que je ressens en ce moment, c'est que je commence à avoir des douleurs que je n'avais pas avant, justement. Voilà, parce que les hormones, les œstrogènes modifient le seuil de perception de la douleur, et on a découvert ça à nos dépens il y a une
vingtaine d'années, trentaine d'années, c'est qu'on a donné des anti-hormones à des femmes qui avaient des cancers du sein, et on s'est aperçu que non seulement elles avaient des bouffées de chaleur, mais elles avaient mal partout, et c'était un symptôme qui n'était pas très connu et qui maintenant est absolument prouvé. Les anti-hormones, la baisse des œstrogènes, augmente les douleurs diffuses. Non, oui, et puis à ça, on peut rajouter en effet les risques d'ostéoporose qui sont diminués. Il y a bien sûr l'ostéoporose, il y a aussi une diminution du risque cardiovasculaire, mais ça n'est pas une indication parce qu'on a mieux avec d'autres types de traitements. Mais enfin, c'est pas anodin quand même de savoir que le traitement hormonal. C'est pas anodin, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Diminue le risque de problèmes cardiaques. Et puis il y a aussi la qualité évidemment des sécrétions vaginales. On voit pas c'est quand même essentiel pour le bien-être de l'intimité, et puis même pour la peau. Enfin, je veux dire, la qualité de la peau est meilleure avec un traitement hormonal substitutif, semble-t-il. Moi j'ai trouvé, effectivement, ma peau a vieilli quand même assez rapidement malgré le traitement. Donc je me dis, si je l'avais pas pris, ce que ça aurait été. Mais est-ce que vous pensez que je peux, quand je vais retourner la voir, que je peux lui demander de reprendre mon traitement, ou Vous avez arrêté il y a combien de temps? Je l'ai arrêté en septembre. Oh, vous pouvez, oui. C'est-à-dire qu'on dit quand on a passé 10 ans sans hormones, ça c'est sur des résultats d'une étude américaine, quand on est resté 10 ans sans hormones, on ne recommence pas un traitement. Mais pourquoi ? Parce que les vaisseaux ont perdu leurs récepteurs aux hormones et on a des effets inverses. D'accord. Donc, ce qu'on peut dire à Cathy, c'est que reprenez-le rapidement. C'est plutôt. Si elle se sentait mieux avant, oui, Cathy. J'avais moins de douleur. En tous les cas. Voilà, et donc ça fait partie des symptômes, oui. D'accord. Donc reprenez-le rapidement. Je saurais quoi lui dire. Et est-ce qu'on peut dire aux femmes, donc, n'arrêtez pas votre traitement, quoi, sous prétexte On peut pas dire ça aux femmes parce qu'il y a des raisons pour les arrêter. Sûr. Donc il faut voir un médecin et puis pourquoi pas un autre si on n'est pas, si on a une discordance d'opinion. Oui, mais là c'est deux quand même qui m'ont dit, non, maintenant il faut l'arrêter. Donc bon. C'est pour ça que je me suis rangée. Excusez-moi, je vais mettre les pieds dans le plat parce que moi je m'en fous, je suis pas médecin, personne va me tirer les oreilles. Mais c'est peut-être des jeunes qui sont. Non, pas des jeunes, non, du tout. Alors c'est ce que je vous dis. Le monde entier a été perturbé par les résultats de l'étude WHI. Ça a été un tsunami. Et puis on a mis. Mais moi, ça fait 40 ans, 50 ans que j'allais aux États-Unis pour leur expliquer qu'on n'était pas d'accord avec eux et que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Bon, ils nous traitaient un petit peu de sous-développés, mais là, pour l'occurrence, c'est pas vrai. Donc c'est eux qui avaient tort. Et donc, maintenant, alors les Américains, pour des raisons économiques, n'utilisaient pas des hormones naturelles, on en a déjà parlé, mais maintenant, ça y est, aux États-Unis, en Californie, par exemple, ils ont redécouvert, 40 ans après, ce qu'on appelle les hormones bioidentiques. Et donc, ça y est, c'est devenu formidable parce que ça vient des États-Unis. Donc, la seule précaution peut-être à prendre, Cathy, c'est de bien vérifier que vous aviez un traitement avec des hormones bio, quoi. Qui soient pas des hormones qui viendraient des États-Unis. En France, on ne fait que ça. On fait que ça en France. En France, on ne fait que ça quand même. Donc, mais ce qui m'étonne, c'est qu'elle me les ait supprimés en sachant que je faisais un petit début d'ostéoporose, en plus. Écoutez, je ne porte pas de jugement puisque j'ai pas votre ostéodensitométrie sous les yeux et que je veux. Elle est légère, mais elle est là quand même. Mon ostéoporose. Voilà, écoutez. Non, mais Christian peut pas prendre parti contre un de ses collègues. Mais bien sûr, je comprends bien. Mais voilà, c'est quand même étonnant par rapport à ce que vous dites sur l'ostéoporose et les douleurs. Mais Cathy, Christian Jamin le disait tout à l'heure, la médecine c'est tellement compliqué parce que chaque individu est particulier et en plus les médecins, je suis désolée, ce ne sont que des êtres humains et donc il y a les très bons, il y a les moins bons, il y a ceux qui continuent à se renseigner, il y a ceux qui restent sur leurs croyances et sur leurs acquis. Vous voyez, tout ça est complexe et c'est pour ça qu'on dit souvent que il faut chercher. C'est pour ça que j'avais pris un deuxième avis. Vous voyez, je suis allée en avoir une autre. C'était en effet une bonne
Et puis c'est une bonne réaction d'écouter Sud Radio, voilà. Oui, voilà. Et puis voilà. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué. Et comme je dis souvent, on va voir un mauvais boulanger, c'est pas très grave, on n'y retourne plus. On a un médecin qui est pas extraordinaire et qui nous fait un mauvais diagnostic, c'est quand même beaucoup plus embêtant. Ouais. Non, mais en tant que patient, on est un peu perdu. J'ai pas dit qu'ils étaient mauvais, vos deux médecins. J'ai dit que effectivement, la médecine, c'est extrêmement compliqué, que ça bouge tout le temps, qu'il y a des gens qui ont des niveaux d'information qui sont différents les uns des autres. Et effectivement, on peut avoir des avis différents avec des gens qui sont de bonne foi. Voilà, ils sont peut-être... Et nous, au milieu, on est un peu perdus. Bah oui, mais bon. C'est ça. C'est dans tous les métiers. Oui, c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut être qu'il faut prendre en soin déjà soi-même sa santé et bien se renseigner. Et c'est pour ça que de temps en temps, je suis ravie d'avoir Christian Jamin qui vient chez nous régulièrement et qui donne toutes ces informations et qui continue, malgré son grand âge, à regarder toutes les études sur parce que c'est ça la difficulté. Il faut sans arrêt s'informer. Je lis tous les jours. Ben oui. Ce qui est publié dans Le Monde, dans mon domaine. C'est-à-dire que je suis abonné à beaucoup de revues américaines et anglaises et anglo-saxonnes. Et je lis, alors je lis pas tout dedans, bien sûr, mais dès que ça touche à mon domaine, je le regarde. Voilà, et il faudrait que tous les médecins fassent ça, ils n'ont pas le temps, enfin c'est compliqué. On va pas non plus leur jeter la pierre. Non. C'est pas simple. C'est une vie difficile. Absolument. Merci Cathy, merci beaucoup. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec vous, bien sûr, toujours sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Brigitte Sud Radio. Eh bien, on continue à évoquer les hormones avec Christian Jamin qui est avec nous, endocrinologue. Et on donne la parole à Alain qui nous rejoint. Bonjour Alain. Bonjour Brigitte. Et bonjour Christian. Bonjour. Alors, allez-y, on vous écoute Alain. Vous avez parlé des petits problèmes des petits problèmes entre parenthèses des cancers des seins. Et c'est vrai que le cancer de prostate, effectivement, c'est apparemment quelque chose de très fréquent. Et moi, j'ai apparemment, sûrement même, je viens de subir une radiothérapie pour un cancer de prostate, plus une hormonothérapie que je dois suivre encore un certain temps. Alors l'hormonothérapie, évidemment, ça a visiblement fait baisser ma testostérone à un taux particulièrement bas. Et elle doit durer encore normalement, sauf contre ordre de l'oncologue la semaine prochaine, encore jusqu'au septembre. Et je me demandais si après ça, je récupérerais quand même mes facultés de libido, plus une taille normale des testicules, parce que visiblement, elles ont sérieusement diminué de volume. Voilà. Alors, le paradoxe sur lequel vous parlez, c'est on a dit que les hormones ne donnaient pas forcément le cancer, mais quand on l'a, il ne faut pas avoir d'hormones. C'est un peu ça le paradoxe. C'est exactement ça. Donc, la réponse, c'est si on a une maladie, et qui est ce qu'on appelle hormonodépendante, eh bien, il faut diminuer au maximum le taux des hormones qui peuvent être responsables de ce qu'on appelle une promotion du cancer. Et donc, c'est la phase dans laquelle vous êtes. On vous donne ce qu'on appelle des anti-hormones pour diminuer la stimulation potentielle de votre maladie par les hormones. Pour éviter que le cancer s'enflamme, en quelque sorte. Hein. Pour éviter la promotion, promouvoir. Et pendant très longtemps, on a confondu le fait que, est-ce que c'est les hormones qui donnent la maladie? Parce que quand on les retire, la maladie va mieux. Eh bien, c'est pas la même question. C'est-à-dire, entre l'initiation et la promotion, il y a deux choses qui sont des choses qui n'ont rien à voir. Et donc, actuellement, vous avez... Oui, mais c'est important ce que vous dites, parce que c'est vrai que là, quand on écoute Alain et qu'on écoute le traitement qu'on lui donne, on a tendance à dire, si on enlève les hormones...
pour guérir son cancer, ça pourrait vouloir dire que les hormones peuvent donner le cancer. Oui, mais ça n'a rien à voir. Et c'est parce qu'il l'a déjà, le cancer. Oui, j'ai bien compris. Mais je souligne pour que tout le monde comprenne bien ce que vous... L'initiation et la promotion. Voilà, c'est-à-dire que ce que vous comprenez, et vous l'avez compris, j'imagine, Alain, c'est pas vos hormones qui ont provoqué votre cancer, mais c'est en enlevant vos hormones qu'on va diminuer le risque que le cancer s'aggrave. Voilà. Alors maintenant, pour répondre combien de temps vous allez le prendre, etc. Je suis pas compétent dans le problème du cancer de la prostate. On a prévu d'arrêter l'hormonothérapie en septembre, hein, c'est bien ça ? Oui, normalement. Normalement. Et votre question, c'est est-ce qu'une fois qu'on arrête donc mon traitement anti-hormones, est-ce que je vais retrouver mes testicules, mes grosses testicules et mon érection ? Si on vous les a pas enlevés, normalement, quand on arrête les traitements, ça redémarre. Maintenant, encore une fois, je ne peux pas porter de jugement puisque, je ne suis pas compétent dans ce qui touche à la prostate et encore moins quand je ne connais pas le... Donc, il faut faire confiance aux gens qui s'occupent de vous. Là, ils vous donnent un traitement pour éviter la promotion de votre maladie. Et si votre maladie est éteinte, ils arrêteront ces traitements-là et vous récupérerez une partie de vos hormones. Ah d'accord, une partie seulement. Parce que j'ai un taux de testostérone qui est descendu du coup de un peu plus de 700 à... Oui, mais encore une fois, c'est normal. Si vous n'avez pas d'essence dans une voiture, vous n'avez pas d'accident, mais c'est pas l'essence qui donne les accidents. C'est vous voyez la différence. Alors c'est un peu trivial ce que je suis en train de dire, mais ça parle. C'est-à-dire qu'il faut pas confondre quelque chose qui crée quelque chose ou quelque chose qui stimule quelque chose. Et donc là, c'est vos médecins qui, en fonction de ce que vous avez, ce que je ne sais pas, choisiront. D'accord. Juste, c'est que ce que je craignais, c'est que ça devienne quelque chose de secondaire pour les médecins, les oncologues qui traitent de cette façon. Oui, mais encore une fois, s'ils sont très contents de l'évolution de votre maladie, il faut en discuter avec eux. Mais n'hésitez pas à leur poser la question clairement, Alain. Vous pouvez vous servir du fait que vous avez posé la question à l'antenne et que vous avez besoin d'une réponse plus claire. Mais a priori, de toute façon, là où je peux quand même vous rassurer, Alain, quelle que soit la suite de votre traitement, il y a de toute façon toujours des solutions aujourd'hui, quelles que soient les difficultés érectiles, etc., de trouver à nouveau une possibilité de faire l'amour. Donc il y a de toute façon... Donc pour l'instant, surtout, n'augmentez pas votre stress. Soyez sûr de vous, occupez-vous bien de vous et tout ira bien. Voilà le message qu'il faut vous dire. Et ça, c'est un message qui n'est pas hormonal, mais qui est un vrai message important. Mais qui est rassurant quand même, merci. Absolument, absolument. On est là pour ça. On continue avec Lionel qui est avec nous. Et je crois que c'est votre ami qui justifie votre appel. Bonjour Lionel. Hey, bonjour Brigitte, et bonjour Dr Jamin. Bonjour. Alors, quand je pense que je vous appelais il y a 15 ans pour mes filles qui débutaient dans l'adolescence, qui étaient petites, putain franchement, alors que je suis immortel, je comprends pas le temps qui passe. Compliqué ça. Maintenant je vous appelle pour dire. Et puis je vais vous inquiéter, Lionel, il passe de plus en plus vite le temps. Non, je suis immortel, j'ai 33 ans hors taxe. Je reste à cet âge-là et c'est terminé. Alors, moi, je vous appelle... Enfin, il y en a un qui a 33 ans et bien mort. Hein. ouais, c'est sûr. Ouais, non, mais c'est bon, je me ferai pas crucifier, on est bon. Je suis pas assez pieux pour ça. Il y a pas de souci. Mais il n'a pas baissé les bras. Il n'a pas baissé les bras, ouais, c'est sûr. Moi, je vous appelle pour une double question. Déjà, j'embrasse Tess, voilà, parce qu'elle va vous écouter en podcast tout à l'heure, parce que c'est une discussion qu'on a eue il n'y a pas très longtemps, justement, sur les hormones, parce qu'elle est en pleine préménopause et elle s'inquiète un peu. Je m'inquiétais notamment sur les crèmes en fait hormonales qu'on utilise. Alors c'est vrai que mon ex-épouse a eu ces crèmes et c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu compliqué à gérer un peu, pour elle. Je veux dire pas moi j'en ai pas eu. Mais c'était un peu compliqué. C'était une demi-noisette sur le doigt, une noisette entière. Enfin c'était vraiment un peu compliqué quand même je trouve ce truc. Alors déjà est-ce qu'il n'existe pas de système un peu plus pertinent et un peu plus pratique que ces crèmes hormonales? Donc ça c'est ma première question. La deuxième question c'est est-ce qu'à partir de 50 ans, même si j'ai 33 hors taxe, je précise, est-ce qu'à partir de 50 ans il est nécessaire en fait de faire des dosages de testostérone? Alors vous avez répondu tout à l'heure
en disant que l'andropause était une maladie, voilà, mais on n'avait pas de ménopause, mais que l'andropause est plus une maladie. Mais est-ce que c'est judicieux quand même de faire dimensionner sa testo? La testo, c'est vraiment mon moteur physique absolu, pour être très clair, hein, c'est mon énergie. Et comme j'ai un travail qui est très physique, est-ce que ça nécessite de vérifier? Est-ce que ça nécessite de se complémenter? Est-ce qu'il faut surveiller? Voilà. Alors, deux questions. Je commence par la dernière, c'est parce que c'est mon dada. Mon dada, c'est que les gens, c'est pas des chiffres. Donc, pour moi, la médecine que j'ai apprise, c'était des gens. On soignait des gens et des symptômes. Donc, évidemment, il y a aussi de la prévention en dosant tel ou tel truc, mais si vous allez bien, il faut pas faire d'examen. Voilà, pour votre virilité. Si vous bandez correctement, ne dosez pas vos hormones mâles. Voilà, servez-vous-en. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, à 33 ans, c'est normal. Non, mais moi, mais ça a l'air d'être une plaisanterie ce que je dis, mais c'est pas du tout une plaisanterie. Non, mais c'est très pertinent. C'est-à-dire que pour moi, la médecine, c'est des gens, et les gens, c'est des symptômes. Et donc, il y a. Tant qu'on n'a pas de symptômes. Tant qu'on n'a pas de symptômes, alors il y a la prévention dans certains domaines, le cholestérol, la tension, etc. On peut très bien faire les mammographies, etc. Mais pourtant, on entend dire que les hommes devraient, à partir de 55 ans, aller faire le PSA. Ça, c'est abandonné, ça. C'est abandonné. C'est abandonné parce qu'il y a trop de cancers de la prostate. Oui, sont silencieux. Et qui sont silencieux, et bon nombre d'entre nous mourront avec un cancer de la prostate sans l'avoir jamais su. Donc, on est en passe d'arrêter le dépistage. Parce qu'on ne dépiste, en fait, pour la prostate comme pour beaucoup de choses, eh bien, si on n'a pas de symptômes, c'est pas la peine d'aller tirer la moustache du chat. Ça me fait penser à un autre truc qu'on a entendu beaucoup à un moment donné, qu'il fallait se masturber pour éviter le cancer de la prostate. Christian Jamin, vous avez... Enfin, moi, il faudrait faire appel à la main-d'œuvre étrangère pour ça. Bon, de préférence féminine. Absolument, mais chacun ses goûts. Ça, non, je suis pas... D'accord, chacun ses goûts. Bon, donc, oui, la réponse c'est, il y a des choses pour lesquelles il faut faire du dépistage, mais le dépistage peut être dangereux si on en fait trop, parce que on peut trouver des maladies qui n'évolueront jamais. Et donc, moi, je réponds toujours, on a vécu jusqu'en 1945 en décrivant les maladies, mais on savait pas quoi faire. Après 1945, à peu près, l'arrivée de la pénicilline, on a l'extraordinaire expansion de la pharmacologie, donc les médicaments. Depuis les années 60, on fait du dépistage, c'est-à-dire on cherche les maladies avant qu'elles existent. Et maintenant, on a vu les limites du dépistage parce qu'on trouve des maladies qui ne seraient jamais apparues. Et donc, il est très probable que le quatrième étape, ce sera l'intelligence artificielle. Et ça, j'y crois vraiment. C'est que quand on va trouver quelque chose, eh bien, on nous dira ça vaut le coup de s'en occuper ou ça vaut pas le coup de s'en occuper. Pour l'instant, eh bien, en dehors des dépistages qui sont très bien balisés par les autorités de santé, là-dessus, c'est très bien fait. Eh bien, en dehors de ça, si on se plaint de rien, il faut rien faire. En dehors des choses qui ont été prouvées. Donc ça, c'est la deuxième question à laquelle Christian vous avez répondu. Donc la première, cette histoire de noisettes ou de noix ou de. Alors, là, on est encore ça. Ouais. Dans la nature, il y a plein d'hormones. Et les animaux qui font pipi sur l'herbe, sur les salades, etc. Et les hormones naturelles, l'organisme est équipé pour les détruire. Donc les hormones naturelles sont détruites par notre foie et par notre estomac. Donc c'est comme ça qu'on peut manger de l'herbe ou de la salade sans risquer d'attraper les hormones animales parce qu'on les détruit. Bon, alors c'est pour ça qu'on avait inventé les hormones artificielles, c'est-à-dire celles qui n'étaient pas détruites, et celles-là, elles passent à travers le foie, et donc elles peuvent parfois donner des ennuis parce qu'elles passent à travers le foie et qu'elles le stimulent, et donc c'est comme ça qu'on explique les phlébites qu'on peut avoir quand on est prédisposé en prenant la pilule, parce que c'est des hormones artificielles. Là
pour traiter la ménopause, on utilise des hormones naturelles pour éviter d'augmenter la tension artérielle, le risque de phlébite, etc. Donc, pour ça, on ne peut pas les avaler, ou très peu, parce que c'est détruit par, comme je viens de l'expliquer. Donc, on les fait passer à travers la peau. Et on les fait passer à travers la peau parce que là, elles vont pas au foie, elles vont directement aux organes. Et donc, c'est pour ça qu'on les donne soit sous forme de crème, soit sous forme de patch. Et donc, pour l'instant, on n'a rien inventé de mieux que pour utiliser quelque chose de naturel qui ne perturbe pas le foie, on utilise les gels ou les patchs. Et donc là, c'était des ovules, hein, si je comprends bien. Ah non, monsieur a parlé de crème. C'est la crème. La crème, pardon. Voilà. Donc, pour l'instant, on n'a pas fait mieux. On a quand même une difficulté de dosage de ces produits, on est bien d'accord. Oui et non, parce qu'on se trompe, c'est que le dosage dépend de la surface d'étalement. Et donc, très souvent, c'est mal expliqué. Et donc, plus on l'étale, mieux ça pénètre. Et après, on juge par rapport aux symptômes qu'on a. Et s'il y a encore des bouffées de chaleur, eh bien, on peut augmenter un peu la dose. Mais d'une manière générale, ça marche très bien. Et quand ça marche pas, c'est que c'est pas assez étalé. Ok. Voilà. Bien, parfait. On vous a bien répondu, tout va bien. Je lui donne la main avec de la main d'œuvre étrangère. Oui. Je vais garder ce conseil précieusement. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, Lionel. On fait une petite pause et puis on va conclure avec Christian Jamin dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christian Jamin est mon invité aujourd'hui, endocrinologue. Donc on a essayé d'évoquer beaucoup de choses concernant les hormones. Évidemment, hein, il faudrait au moins encore 2-3 émissions pour faire le tour. On n'a pas parlé de la thyroïde, on n'a pas parlé des reins. Enfin, des messagers hormonaux, il y en a partout. Hein. Oui, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie, évidemment. Et c'est important de la garder, cette vie. Bruno est avec nous. Bonjour Bruno. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Jamin. Bonjour. Moi en fait, j'avais une question. J'aborde la cinquantaine maintenant bien tapée, et je dirais autant si j'étais une femme, je pense que je me serais posé la question justement avec la ménopause des problèmes liés aux hormones. En tant qu'homme, j'ai déjà entendu parler d'andropause, mais j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu moins violent que ce que peuvent et moins concret que ce que peuvent rencontrer les femmes. Et quand on est comme moi, c'est-à-dire qu'on a plutôt une vie sympa et une santé qui va avec, sympa, plutôt généreuse, qui fait qu'on n'a pas trop de problèmes de santé, est-ce que quelque chose d'insidieux qui viendrait je sais pas, j'ai moins de testostérone, mais j'ai pas de symptômes apparents, mais ça peut venir quand même s'infiltrer en moi et avoir une action peut-être lancinante. Est-ce qu'il y a des choses de préventif à faire ou pas en ce domaine? La réponse, c'est non. Je l'ai dit tout à l'heure, la ménopause est un phénomène naturel. L'andropause est considérée comme une maladie, c'est pas la même chose. Et s'il n'y a pas de symptômes, si vous allez bien, si vous êtes bien dans votre corps et dans votre sexualité, eh bien c'est pas la peine de faire des dosages hormonaux, ça coûte cher à la société pour rien. Donc non, vivez, soyez heureux. Faites-vous du bien, faites appel à la main-d'œuvre étrangère si vous voulez, mais ne faites pas de dosage hormonaux inutiles. Ça vous allez nous la ressortir, hein, souvent, Christian Jamin, souvent. Ça vous a bien mais si vous insistez, je vous refais une contrepétrie. Hein. Oh. Tout va bien, mais en plus, j'ai quelque part, j'ai de la chance. Je ne sais pas si je suis bien dosé en testostérone, mais je pense que j'en ai pas trop, puisque à mon âge, j'ai encore tous mes cheveux. Donc, alors ça, c'est un autre sujet. J'en ai parlé au tout début, c'est-à-dire que l'effet des hormones dépend des hormones, mais aussi de la régulation des récepteurs. Et la chute des cheveux, c'est un problème de régulation du récepteur des hormones mâles au niveau du cheveu. Et ça n'a rien à voir avec le taux des hormones. Donc, c'est pas parce que vous êtes chauve que vous êtes plus viril, et c'est pas parce que vous avez des cheveux que vous êtes moins viril. Donc, ça n'a rien à voir. Là, mon orgueil, j'ai bien fait de vous appeler. Là, on m'a pris un coup sérieusement. J'étais content parce que esthétiquement, c'est plus sympa d'avoir des cheveux. Je disais peut-être que, en fait, je suis plus doux et plus gentil. Et non, en fait, je suis un vrai mec. Donc, vous êtes un vrai mec, mais vous n'avez pas ce qu'on appelle une alopécie androgénogénétique. Ça veut dire quoi? Alopécie,
chute de cheveux, androgène lié aux androgènes, mais génétique, c'est-à-dire que ça dépend de la génétique de vos récepteurs. Donc, vous, les hommes qui ont des cheveux, sont pas moins virils ni plus virils que ceux qui n'en ont pas. C'est pas là que ça se passe dans la peau. Voilà. Mais on a des super récepteurs, c'est super. Merci à mes récepteurs. Oui, mais de toute façon, vous savez, Bruno, c'est vrai que les hommes qui perdent leurs cheveux sont terriblement complexés. Ça fait partie des grands complexes des hommes, alors que je ne crois pas que les femmes aient vraiment un problème avec les hommes qui sont chauves. Hein. Il me semble pas. Enfin, je ne crois pas. Elles s'en plaignent pas, en tout cas. Mais c'est vrai que c'est pour un homme, c'est quelque chose de très difficile de perdre ses cheveux, de devenir chauve. Donc tout va bien, aucun symptôme, Bruno, donc continuez. Hein. D'accord, donc il n'y a pas de prévention. J'ai un petit défaut, c'est qu'en effet, je ne suis pas du tout préventif. Donc là-dessus, je pense être un peu un mec et pas faire forcément des examens comme je devrais faire à différentes étapes de ma vie. Donc avec le titre de votre émission, je me suis demandé si là-dessus, je devrais avoir une vigilance en particulier ou pas. Si je n'ai pas en avoir, ça va avec mon mode de fonctionnement, donc c'est parfait. Non, mais là, comme je le disais tout à l'heure, il y a une spécialité en France, dans tous les pays du monde d'ailleurs, qui s'appelle, qui est de la médecine d'étudier ce qu'il faut prévenir ou pas prévenir. Et donc, il y a, évidemment, il faut prendre l'attention, évidemment, il faut doser le cholestérol de temps en temps, évidemment, il faut faire des frottis, évidemment, il faut faire des mammographies, mais en dehors de Alors, concernant les hommes, donc de temps en temps, une prise de sang quand même. Une prise de sang de temps en temps, d'autant plus si on a des antécédents familiaux, la prise de tension artérielle. Et peut-être le cœur aussi de temps en temps, après 50 ans. Ah ouais, quand on a des antécédents familiaux et qu'on a des troubles, mais d'une manière générale, non. Bon, si on a des apnées du sommeil, on va faire un bilan cardiaque, mais en dehors... si on a des apnées du sommeil, là, il y a un symptôme de toute façon. Voilà, c'est ça. Forcément... Donc, il y a un symptôme. Donc, encore une fois, la médecine, ce que ça s'appelle la santé publique détermine, et ça marche très bien, détermine ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire, parce qu'il y a des examens qu'on fait inutilement, qui vont révéler des maladies qui risquent de ne jamais apparaître et qui vont avoir des effets thérapeutiques mal à propos, si je puis dire. Donc, il ne faut pas faire... Il faut faire le dépistage qu'on nous demande de faire, mais pas plus. Très bien, c'est la réponse pour Bruno. Merci Bruno, on continue avec Marie qui nous appelle. Bonjour Marie. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Jacques. Jamin. Il vous écoute Marie, allez-y. Alors, je vous téléphone parce que en octobre dernier, ma fille a fait un frottis, il était très mauvais. Donc la gynéco, elle est suivie, hein, elle a 52 ans, elle est suivie, parce que dans la famille, il y a eu beaucoup de cancers. Donc le frottis était très mauvais. La gynéco a fait une colposcopie, une échographie, et elle n'a rien trouvé. Et 6 mois après, elle a un kyste sur l'ovaire de 10 cm et demi sur 5,5. Cancéreux, avec de l'astite, des métastases du thorax, du thorax jusqu'en bas. C'est une horreur. C'est une horreur. Alors, je comprends pas. On comprend pas pourquoi ce kyste n'était pas apparent en octobre et puis là, il est sorti. Bon. Alors, est-ce que c'est hormonal? Est-ce que je sais pas. Alors, pour ce qui est des frottis, maintenant, on fait ce qu'on appelle un test HPV, c'est-à-dire que dans 100% des cas, les cancers du col de l'utérus sont liés à des virus. Donc maintenant, on cherche le virus dans les frottis tous les 5 ans. Et donc ça, mais ça n'a rien à voir avec le problème de l'ovaire. C'est totalement indépendant. Et là, malheureusement, il y a quelques cancers pour lesquels nous n'avons pas de prévention. Nous n'avons pas de tests qui permettent de le prédire. Il s'agit du cancer de l'ovaire, du cancer du pancréas en particulier, c'est-à-dire des cancers très profonds, silencieux parce qu'ils ne communiquent pas avec l'extérieur. Et donc, on a tout essayé en ce qui concerne le dépistage du cancer de l'ovaire. Et donc, actuellement, il y a des enquêtes génétiques et tout ça, mais
il n'y a pas de dépistage du cancer de l'ovaire systématique. Et malheureusement, ce qui s'est passé au niveau du au mois col. d'octobre. C'est-à-dire que ça n'a pas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'erreur de médicale en quelque sorte. Il n'y a pas eu d'erreur médicale parce que, par exemple, si on prend le cancer de l'ovaire, on sait que c'est souvent familial. Et donc, dans les familles à cancer de l'ovaire, on a fait très régulièrement des échographies et on n'a pas avancé dans la prévention. L'échographie systématique n'apporte pas de bénéfice. La prise de sang systématique n'apporte pas de bénéfice. Actuellement, c'est plutôt des tests génétiques. Mais s'il n'y en a pas dans la famille, on ne fait pas de test génétique. Donc le cancer de l'ovaire, c'est une fatalité très difficile à vivre et à comprendre parce qu'on a l'impression de ne pas avoir fait ce qu'il fallait et malheureusement, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et votre fille est jeune. Il n'y a pas de marqueur dans le sang. Il y a des marqueurs dans le sang, mais le fait de faire des marqueurs régulièrement n'a pas diminué et les marqueurs, ils sont là quand le cancer est déjà là. Ah, ok. On ne peut pas le prévenir. Il n'y a pas de dépistage du cancer de l'ovaire, malheureusement. Et tous les cancers profonds qui ne communiquent pas avec l'extérieur, vous comprenez que si vous avez un cancer du côlon, par exemple, il y a du sang qu'on trouve dans vos selles, et donc c'est pour ça qu'on fait des tests. Pour le cancer du col de l'utérus, on sait que c'est un virus, on cherche le virus. Mais pour le cancer de l'ovaire, on n'a pas d'accès à l'ovaire. Oui, parce qu'ils ne communiquent pas avec le sang. Ils ne communiquent pas avec le sang, ils communiquent avec rien. Et donc, c'est toujours très compliqué et on n'a pas de dépistage efficace, encore une fois, sauf quand il y en a dans la famille, parce que maintenant, on fait des tests génétiques. Et moi, j'ai eu un kyste sur l'ovaire, il y a une vingtaine d'années, qui s'est résorbé. Est-ce que je suis à risque ? Non. Ça s'appelle un kyste fonctionnel, c'est-à-dire que de temps en temps, l'ovaire fait un kyste et on recommence une échographie au début des règles après quelques mois ou un mois ou deux et en général, le kyste a disparu. Ça s'appelle un kyste fonctionnel et ça n'est pas un signe de cancer. D'accord. Bon. Écoutez, on est désolé, Marie, parce que votre fille est jeune et c'est vraiment un moment difficile et on vous souhaite. On va soigner. La médecine fait des progrès extraordinaires et la cancérologie, je suis stupéfait des nouveautés qui apparaissent tous les jours. Oui, absolument, bien sûr, mais bon, c'est quand même une épreuve difficile. C'est lourd, mais il faut se battre et souvent on s'en sort. Elle a la chimio, elle a commencé une chimio, mais c'est pas la chimio qui la perturbe, c'est les symptômes c'est son cancer. Elle a du mal à manger, elle a du mal à retenir les urines, fait tout un tas de trucs à côté, c'est impensable. Oui, c'est difficile, mais actuellement, je vous dis, les traitements on pense la chimio, La chimio, et puis il y a surtout quelque chose de très nouveau qui est extraordinaire, qui s'appelle l'immunothérapie. Maintenant, dans certains cancers, alors je connais pas bien, je suis pas cancérologue, mais je suis stupéfait des progrès des traitements. Oui, mais je connais des gens, j'ai mon frère qui est sous immunothérapie par rapport à la prostate. Bon courage, Marie, et merci de votre appel. On est obligé de conclure malheureusement sur ce message, mais bon, soyons positifs. De toute façon, c'est la vie qui l'emporte. Merci beaucoup, Christian Jamin. Je rappelle que vous êtes également gynécologue. Merci beaucoup. Je crois qu'on a donné énormément d'informations. Demain, on sera avec Michel Odoul. On va parler du cœur, du lien avec les symptômes du cœur et les peines de cœur. Et tout de suite, je vous retrouve, c'est votre avenir. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.